à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission des audacieux responsables. Ici, on parle RSE, responsabilité sociétale des entreprises et transition écologique. Voici le sommaire. Webhelp, ou comment l'un des leaders mondiaux de la relation client vient d'obtenir la plus haute distinction de l'AFNOR en matière de RSE. Sa secrétaire générale Sandrine Asraf sera mon invitée juste après ces titres. Notre débat porte sur la précarité étudiante renforcée par la crise économique. La grande distribution est montée à la rescousse. La directrice RSE de Casino et le vice-président de l'UNEF confronteront leurs arguments tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, l'histoire de Handsome, c'est une fintech qui joue la carte de l'inclusion. Vous verrez. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Sandrine Asraf, bienvenue. Vous êtes donc la secrétaire générale de Webhelp, expert de l'expérience client, présent dans 50 pays, entreprise française fondée en 2000, devenue leader européen. Et vous venez d'être labellisé 3 étoiles par l'AFNOR. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce label ? C'est fondamental. Et c'est fondamental parce qu'en fait, c'est l'illustration avant tout d'un engagement qui est pour nous historique. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, l'engagement RSE, c'est un engagement qui fait partie de l'ADN du groupe depuis sa création en 2000. Il a fait partie de la façon dont on a voulu construire le groupe en tant qu'employeur, en tant qu'acteur économique. Donc on est ravis que cet engagement soit reconnu par une aussi belle norme que la... D'une certaine façon, ça valide une stratégie, vous pourriez dire ça, le fait que ce soit transversal et vraiment stratégique pour l'entreprise. Tout à fait. C'est qu'en fait, l'approche RSE, telle qu'on l'appelle en France, pour nous, elle a toujours fait partie de notre business model, en fait. Et elle a toujours fait partie de notre stratégie globale, à la fois dans la région France que l'AFNOR a regardé, mais également dans l'ensemble des pays que nous avons ouverts depuis. Et donc, elle n'est que la validation du fait que nous, c'est l'approche que nous avons sur la stratégie du groupe. Oui, parce que ce label, il vaut pour la région France, mais évidemment, Webhelp, c'est 65 000 employés aujourd'hui, dont 4 000 en France, 1,650 milliard de chiffre d'affaires 2020. Vous êtes présent dans 50 pays, 11 sites en France. Vous continuez d'ouvrir des sites sur notre territoire, sur le territoire français ? Bien entendu, et on aimerait en ouvrir encore plus. Et nous avons envie de nous engager dans le cadre de l'emploi, justement à cet égard, de construire des partenariats locaux dans les territoires, de façon à pouvoir être présents au service de nos clients et assurer la relation avec leurs consommateurs en jouant un vrai rôle impactant sur le plan sociétal dans les territoires. Alors justement, cet aspect de l'emploi, c'est l'un des piliers de votre stratégie RSE, notamment avec une volonté d'impact sourcing. Alors en bon français, ça veut dire quoi ? La logique, c'est de dire, nous avons l'opportunité, quand on recrute 65 000 personnes, nous avons l'opportunité d'être réellement impactants sur le plan sociétal, sur le plan social et sur le plan des systèmes. Ce que ça veut dire, c'est donner l'opportunité à un maximum de personnes de pouvoir avoir accès à un emploi. Et on souhaite prendre un engagement qui soit proactif. Donc, aller chercher les gens, leur donner accès à une formation, leur donner accès à un emploi et surtout ensuite leur donner accès à un développement de carrière au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent grandir soit au sein de l'entreprise, soit dans une carrière future. Et donc, ça veut dire sortir des filières un peu traditionnelles, aller chercher les gens qui sont sortis éventuellement du cursus scolaire pour... Tout à fait. Le terme impact sourcing qu'on entend beaucoup aujourd'hui, il vise une large catégorie de groupes de populations qu'on appelle dans certains cas les populations soit marginalisées, soit sous-représentées. Ça veut dire aussi bien des jeunes qui cherchent un emploi depuis longtemps, ça veut dire des gens qui ont été en chômage de longue durée, qui ont pu rencontrer un accident de la vie, ça veut dire des travailleurs handicapés, ça veut dire des gens dans la ruralité qui ne peuvent difficilement se déplacer sur un site. Et il est notre devoir, et nous souhaitons nous engager pour pouvoir jouer un vrai rôle dans cette démarche. Ça suppose d'avoir un programme de formation solide derrière ? Ça suppose de faire des partenariats avec des organisations qui peuvent proposer ces programmes de formation de façon à ce que les personnes arrivent et puissent être directement incluses au sein de nos collaborateurs. Alors, la stratégie RSE, elle repose, vous l'avez un peu évoqué, mais je voudrais qu'on insiste sur le côté allié des territoires ou impact positif de votre implantation sur les territoires. Ça veut dire quoi, ça, concrètement ? En fait, par nature, la logique d'impact, c'est que en tant qu'employeur, dès que vous créez un emploi, sur un site, on considère que vous avez un impact économique. Oui. La question, c'est jusqu'où allez-vous pour avoir cet impact ? Donc, nous, notre souhait, c'est que
implantés dans 50 pays, plus de 170 sites dans ces pays. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois, on établit des sites, on crée un maillage économique, un réseau qui va permettre de recruter des gens, qui va aussi, et c'est notre engagement d'employeur, parce que pour nous, être salarié de Webhelp, c'est partout dans le monde. Il faut que ça soit une marque identique partout dans le monde. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est accompagner les salariés sur leur bancarisation dans certains pays, les accompagner sur les transports. C'est être vraiment impliqué dans la vie locale et la vie des communautés. Vous avez un programme mondial qui s'appelle Web Health. Ça repose sur quoi ? C'est le principe d'accompagnement de la santé à tous les sens du terme de nos collaborateurs. Donc aussi bien la santé physique, on a des programmes d'entraînement sportif. Et dans la période du Covid, on a évidemment passé beaucoup de temps et on s'est beaucoup impliqué pour les accompagner sur ces initiatives et en créer des nouvelles. Mais c'est aussi des accompagnements de santé psychologique, des accompagnements de santé financière, tout ce qu'on appellera la santé de nos collaborateurs et sur lesquels nous souhaitons être présents à leur côté. Alors ce label RSE délivré par l'AFNOR, il porte sur la France. Mais le message que vous voulez faire passer, c'est que vos engagements, ils sont mondiaux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas moins 10 ans dans certains pays où il y a moins de pression en matière de RSE. C'est ça l'idée ? Au contraire, je pense qu'on a encore plus d'efforts à faire dans les pays dans lesquels on a plus d'opportunités d'avoir un impact. Donc, moins le système social est présent dans certains pays, plus on va être, nous, attentifs à essayer de créer une structure qui va accompagner nos collaborateurs ou nos futurs collaborateurs. Et donc, notre ambition, elle est évidemment non seulement d'avoir une harmonisation totale de ces initiatives à travers l'ensemble de nos pays, mais ensuite de réfléchir à comment on peut être encore plus impliqué et encore plus actif dans ces initiatives. Est-ce que ce label, alors là je reviens à la France, mais c'est aussi un argument en matière de recrutement ? Alors là plutôt quand on va chercher à séduire les talents grandes écoles, etc., etc. Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations, ça ? Alors, c'est jamais mon point de départ, parce que je pense qu'on ne le fait pas pour ça. On le fait parce que ça nous tient à cœur, parce que c'est fondamental dans la façon dont on veut construire cette entreprise. En revanche, là où je pense qu'on voit un impact, c'est pas juste sur les grandes écoles, c'est que de façon générale, en fait, on est tous fiers d'appartenir à une entreprise qui est réellement impliquée, parce que c'est bien beau d'avoir des engagements, mais il faut avoir des objectifs, il faut avoir des actions tangibles. Et je pense que pour tous les collaborateurs, à commencer par moi, mais pour chacun d'entre nous, le fait d'appartenir à une entreprise qui est activement impliquée, qui se donne des objectifs sur ses actions, c'est important. Et je vous rejoins sur le fait que pour les jeunes des grandes écoles que vous évoquez... Grandes écoles, universités... Oui. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, cette fameuse notion du sens vient répondre à une de leurs attentes, de rejoindre une entreprise qui soit activement impliquée. L'implication des salariés, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez des exemples d'innovations récentes qui ont été proposées, instaurées grâce au point de départ des salariés ? Bien sûr. Alors, on en a énormément. Donc je ne saurais pas être exhaustive. Mais si je vous donne... je peux vous donner, par exemple, un exemple qu'on a eu au Maroc récemment. On a construit une maison des étudiants de façon à permettre en l'espèce, c'était des femmes étudiantes isolées, de pouvoir avoir un établissement où étudier, un établissement dans lequel elles allaient avoir accès à Internet, à des ordinateurs. Et c'est l'ensemble de nos collaborateurs du site qui ont décidé de s'impliquer dans cette initiative. Et en fait, très souvent, toutes les initiatives qui aujourd'hui tombent ce qu'on appelle l'initiative Think Human Foundation, qui est donc notre fondation ombrelle, notre fonds de dotation, très souvent ces initiatives viennent de nos salariés. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que la démarche, elle doit venir de tout le monde. Et c'est eux qui s'impliquent au sein de leur communauté locale pour jouer un rôle. Je voudrais qu'on termine, il nous reste 2 minutes, sur l'aspect vraiment environnemental et les engagements en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Vous en êtes où ? Alors, on a évidemment souhaité s'impliquer très activement. Bien entendu, nous, on a 170 sites, on voyage, on utilise des ordinateurs, on utilise des téléphones, on envoie des emails. Donc, on sait qu'on a un impact. À partir de là, on s'est engagé sur une feuille de route, sur un engagement de réduction individuelle par salarié et par an pour viser la réduction de 1,5 à 2 degrés sur les 5 prochaines années. Et donc, ça passe par quel
quels actes? Parce que ça, c'est l'engagement. Après, comment ça se traduit en actes? Alors, à la fois sur ce qu'on appellerait des quick wins, c'est-à-dire en fait des initiatives très concrètes, la mise en veille automatique de tous les ordinateurs de nos collaborateurs à la fin des heures de travail, de façon à ce que les ordinateurs ne restent pas allumés. Des actions très concrètes aussi sur la limitation d'utilisation des emails, la semaine du voyage pendant laquelle les gens vont être encouragés à ne pas prendre l'avion, ne pas prendre le train ou les moyens de transport, parce qu'on sait tous que c'est un impact important. Mais après, il y a le vrai enjeu de ces initiatives, c'est transformer la façon dont on travaille. Et ça, c'est des roadmaps qui sont beaucoup plus longues, parce que ça veut dire réorganiser nos sites, ça veut dire réorganiser la façon dont on réfléchit le travail. Et ces arguments ou ces actions que vous mettez en œuvre en interne, est-ce que ça fait partie aussi des conseils et de votre activité vis-à-vis de vos clients? Ça fait partie des activités vis-à-vis de la totalité de notre environnement, de nos partenaires. C'est qu'en fait, il y a nos clients, il y a les consommateurs de nos clients, il y a nos partenaires, il y a nos fournisseurs et il y a même les startups qu'on accompagne. Nous, notre idée, c'est notre engagement, c'est un engagement citoyen, c'est un engagement responsable et éthique. Et on est non seulement très impliqués sur, par exemple, des choses comme la protection des données, mais également très préoccupés que nos partenaires prennent le même type d'engagement. Donc, on le fait avec nos clients, on le fait avec nos fournisseurs et on souhaite accompagner les startups qui sont dans notre programme de Nest pour les aider dès le départ à inclure ces initiatives et ces préoccupations dans leur stratégie. Et c'est encore plus facile quand on le fait dès le début. Merci Exactement. beaucoup. Merci Sandrine Asraf. À bientôt. Merci beaucoup. Sur Bismarck, tout de suite, notre débat consacré à la précarité des étudiants. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Ce sont des images qui frappent les esprits, ces files d'attente de plus en plus longues d'étudiants devant les banques alimentaires. La crise Covid a accentué leur détresse financière, au point que certains abandonnent leur cursus. Plusieurs entreprises de la grande distribution ont décidé de les aider. On en débat avec Melek Kochabichak, bonjour. Vous êtes directrice RSE et communication des enseignes Casino. Et Adrien Liénard, bonjour, vice-président de l'UNEF. Bienvenue à tous les deux. Je commence avec le constat et donc avec vous, Adrien Liénard. Cette crise a paupérisé les étudiants, mais à quel point? Est-ce que vous avez des données, des chiffres là-dessus? Déjà, je pense que c'est important de rappeler que la précarité étudiante, elle est structurelle. Ça fait des années qu'elle est là. Nous, depuis 16 ans, on fait une enquête à chaque rentrée universitaire et le constat est le même, la précarité étudiante, elle augmente. Là, ce qui a changé avec cette crise, c'est surtout que, comme on a un système d'aide sociale qui n'est pas suffisant, les étudiants, nous, pour nous nourrir, soit on se repose sur les aides de notre famille, soit sur le salariat étudiant. Sauf qu'avec le confinement, évidemment, il y a beaucoup d'emplois qui ont fermé. Oui, tous les petits jobs que pouvaient faire des étudiants n'existent plus. C'est ça, au premier confinement, par exemple, l'Observatoire de la vie étudiante estime à 36% le nombre d'étudiants salariés qui ont perdu leur emploi. Donc forcément, quand on compte sur ces 100, 200, 300, voire parfois plus euros chaque mois pour pouvoir s'en sortir, quand on perd son job, bien sûr que c'est difficile derrière. Ouais. Et je disais là en préambule, certains abandonnent déjà leur cursus. Là aussi, c'est minime, ça commence à concerner beaucoup d'étudiants. On n'a pas vraiment de chiffres, il faudra attendre la fin de l'année universitaire pour avoir les chiffres exacts avec les rattrapages. Par contre, effectivement, en plus de la précarité financière, il y a le fait de rester toute la journée seul chez soi devant son ordinateur, notamment pour ceux qui arrivent à l'université, qui en fait n'ont jamais connu vraiment l'université, qui n'ont pas eu le temps d'avoir des relations sociales et qui au final ne vivent leur enseignement supérieur qu'à travers un ordinateur seul chez soi. Donc c'est sûr que derrière on a des chiffres de décrochage. Déjà sur certaines promotions, on a parfois un 10e ou un 20e seulement des étudiants qui ont passé les examens. Alors on va se concentrer sur l'aspect économique. Melek Kochabichak, vous avez mis en place un certain nombre d'aides. Il y a pas mal d'entreprises de la grande distribution qui l'ont fait. Pour le groupe Casino, en quoi ça consiste? Alors effectivement, depuis le mois de mars 2020, nos enseignes Casino demeurent très mobilisées pour venir en aide aux populations qui ont été les plus fragilisées par la crise. Donc cette situation que vous décrivez avec nous aujourd'hui a connu une résonance particulière au sein de nos enseignes. Et fort de ce constat, donc, on a souhaité à la fois répondre à l'urgence en termes d'aide alimentaire, en faisant appel à la générosité de nos clients. Et on a également souhaité nous inscrire dans la durée, partant du principe que cette précarité risquait fort probablement de durer dans le temps. Alors c'est quoi cet engagement dans la durée? Alors dans la durée, donc, nous avons souhaité permettre aux étudiants de bénéficier d'une réduction de 10% sur la totalité des produits à marque Casino, donc tous les magasins Casino, et ce jusqu'à la fin de l'année universitaire. Alors comment ils peuvent faire les étudiants pour en bénéficier? Alors c'est très facile et très concret. Il suffit de télécharger l'application Casino Max, une application très
très fluide, avec une expérience d'achat extrêmement facile d'utilisation. Donc les étudiants téléchargent l'application. Ils présentent lors de leur premier passage en caisse cette application avec leur carte d'étudiant, ce qui leur permet de bénéficier de la réduction dans l'immédiat et puis ensuite de passer en caisse avec une réduction qui s'applique systématiquement. Adrien Liénard, je le disais, il y a d'autres anciennes de la grande distribution qui sont dans la même démarche. Qu'est-ce que ça vous inspire? Picard, Intermarché, Super U, Leclerc, on a un peu l'impression que tout le monde s'y met. Donc oui, il y a des élans de solidarité en ce moment, notamment parce qu'il y a une forte médiatisation sur la précarité étudiante, donc derrière on a beaucoup d'élan de solidarité. Par contre, nous, ce qu'on met en avant, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment réformer le système d'aide sociale, notamment à l'UNEF. C'est pour ça qu'on pense qu'on appelle l'allocation d'autonomie, parce qu'en réalité, notre système d'aide sociale, aujourd'hui, il ne correspond pas à la réalité des étudiants. Et ce système qu'on pose aujourd'hui d'allocation d'autonomie, c'est quelque chose qui, il y a encore quelques années, on nous disait que c'était quelque chose qui était impensable. Par contre, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus écouté. Il y avait Jacques Attali, notamment, il y a encore quelques jours sur Europe 1, qui disait qu'il était favorable à une telle mesure, parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que, certes, ces initiatives, elles sont bien. Par contre, on a des étudiants parfois qui ne peuvent même pas en fait dépenser 1 ou 2 euros pour pouvoir faire leurs courses chaque jour. Donc on a vraiment besoin de repenser notre système d'aide sociale sur la longueur. Et elle fonctionnerait comment cette allocation pour Alors vous? l'objectif c'est aujourd'hui de donner un revenu qui soit équivalent au seuil de pauvreté à l'ensemble des jeunes en formation, parce qu'aujourd'hui le problème de reposer le système d'aide sociale sur la familiarisation, c'est qu'il y a une forte reproduction sociale qui se déroule dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui on parle des boursiers. Les boursiers c'est seulement un quart des étudiants, et parmi ces boursiers là il y en a seulement un tiers qui touche à peu près 100 euros par mois. Donc bien sûr, c'est pas suffisant. Donc on a des enfants de cadres qui touchent à peu près 450 euros par mois de leur famille et des enfants d'ouvriers qui touchent que 220 euros. Forcément, on a une reproduction sociale qui se passe dans l'enseignement supérieur. Ouais. Alors moi, ce qui m'a marqué aussi, je vous le cache pas, c'est qu'il y a une espèce de concurrence entre les enseignes de grande distribution sur cet enjeu. Quand Leclerc promet le panier étudiant le moins cher du marché et de qualité, qu'est-ce que ça vous inspire? Nous sommes partis d'un constat très simple, celui que vous dressez aujourd'hui, donc celui d'une précarité qui est grandissante. Donc on a souhaité faire appel à la générosité collective en proposant effectivement des paniers qui étaient déjà précomposés en produits à marque Casino et que nous avons vendus au prix rond de 5 euros parce que nous avons travaillé le contenu. Donc ces paniers sont composés de produits qui permettent un certain équilibre nutritionnel et on les vend à un prix rond de 5 euros. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous inspire parce qu'il y a de la concurrence aussi sur cet enjeu. Vous savez, quand il s'agit de se mobiliser pour venir en aide à des populations fragiles, on ne raisonne pas en termes de concurrence, mais d'impératif de mobilisation. Et c'est avec cette logique-là qu'on a proposé ce dispositif. Bon, je suis d'accord, mais c'est aussi un moyen de fidéliser un nouveau public. Éventuellement, une opération solidaire comme celle-là, notamment le fait d'utiliser l'application, on peut... Pourquoi pas, il n'y a pas de... Moi, je pense qu'il n'y a pas de fausse pudeur à avoir là-dessus. C'est une bonne action, mais c'est peut-être aussi un nouveau public à contacter. Alors, les étudiants font déjà partie de nos clients, mais ils sont aussi parmi nos effectifs salariés. Ouais. Il faut savoir qu'au sein des enseignes Casino, en 2021, nous avons à peu près 1 millier d'étudiants qui sont en alternance et qui vivent dans l'entreprise, qui travaillent à nos côtés. Donc on a été particulièrement réceptifs aussi aux messages portés par les étudiants dans le contexte actuel. Cette concurrence entre grandes enseignes, est-ce que vous la prenez pour ce qu'elle est, ou vous dites, oui, effectivement, il y a peut-être aussi quelques enjeux économiques ou de fidélisation derrière? Comment vous réagissez à ça? Oui, peut-être qu'il y a ces enjeux-là. Aujourd'hui, je pense que dans la période, il y en a tellement un fort besoin de répondre à la précarité étudiante que toutes les initiatives sont les bienvenues. Ouais. Par contre, nous, ce qu'on craint, c'est qu'une fois que tout cet écho médiatique autour de la précarité étudiante retombe, on n'ait plus en fait ces systèmes-là qui existent. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on demande une vraie réforme structurelle sur le long terme, pour pas que si en septembre on n'en parle plus de la précarité étudiante, par contre elle sera toujours là, tous ces dispositifs au final vont être amenés à disparaître. Oui, mais vous parlez d'un engagement sur le long terme. Oui, absolument. En fait, la première vague de mobilisation que nous avons menée il y a 15 jours va nous permettre d'offrir l'équivalent de 15 000 repas à des étudiants. Et ce sont à date près de 3 000 étudiants qui bénéficient de la réduction de 10%. Et force de ce constat, on a décidé de pérenniser ce dispositif au moins jusqu'à la fin de l'année, donc les 10% jusqu'à la fin de l'année universitaire. Et on va réitérer l'appel à la générosité, donc le don en caisse tous les premiers week-ends du mois jusqu'à la fin de l'année. Et tous les 2 mois, nous remettrons en vente ces paniers solidaires à 5 euros. Donc ça veut dire que les clients peuvent aussi participer. Alors c'est comment? C'est l'arrondi, c'est vraiment un don, on rajoute ça à la note globale? On propose à nos clients, lors de leur passage en caisse, de donner 2, 5 ou 10 euros, qui sont l'équivalent de 1,
3 ou 6 repas. Et cet argent est versé intégralement à la Fédération française des banques alimentaires, qui sont des professionnels de l'aide alimentaire et du soutien social auprès des étudiants. Il y a aussi une dimension de communication interne. Quand on lance une opération comme celle-là, vous disiez, on a nous aussi des étudiants parmi nos salariés, c'est une dimension importante? Oui, et c'est un pilier en fait important au sein de l'entreprise. Toutes les démarches solidaires que nous initions sont porteuses de sens pour nos salariés. Adrien Liénard, est-ce que vous avez un petit peu répondu à la question, mais plus généralement, est-ce que c'est au secteur privé de suppléer l'État d'une certaine façon? Parce que c'est ce à quoi on est en train d'assister. Alors on peut dire la même chose avec les Restos du Cœur depuis des décennies et des décennies d'une certaine façon. Pour nous, non, c'est pas au secteur privé de suppléer l'État, dans le sens où le problème, c'est que ça repose sur l'initiative privée. Et si elle n'existe pas sur certains territoires, ou si elle n'est pas suffisante sur certains territoires, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des populations d'étudiants qui derrière sont assez précaires et qui ne peuvent pas bénéficier de cette initiative privée. Nous, à l'UNEF, on est contraints de le faire. Nous aussi, en tant qu'association, que syndicat, on organise des distributions alimentaires, notamment en partenariat parfois avec des enseignes qui nous fournissent des produits, justement parce qu'en fait, aujourd'hui, l'État, dans son système social, il est défaillant pour protéger sa jeunesse. Mais quand le gouvernement annonce les repas à 1 euro dans les restaurants universitaires, c'est quand même un progrès, ça suffit pas? Oui, bien sûr, nous on s'était battus pour ça, d'ailleurs à l'UNEF, pour le repas à 1 euro pour toutes et tous. Le problème, c'est que c'est une politique sociale qui ne se suffit pas à elle-même. La preuve, aujourd'hui, ça fait quelques semaines que c'est mis en place, mais les distributions alimentaires, elles désemplissent pas. Elles désemplissent pas parce que les étudiants, ils ont aussi besoin de biens de première nécessité, pas seulement de repas, mais elles désemplissent pas aussi parce qu'il n'y a pas des restaurants universitaires partout, notamment en région parisienne. Parfois, quand ils sont éloignés, que vous devez faire 3/4 d'heure de transport pour vous y rendre, vous n'avez pas 1h30 à perdre au milieu de votre journée de cours à distance pour pouvoir aller prendre votre repas. Donc forcément, vous venez le week-end sur les distributions alimentaires. Et cette crise, vous pensez qu'elle aura un impact de longue durée sur le moral des étudiants, sur leur engagement dans les études ? Oui, bien sûr, je pense que malheureusement, ça va avoir un impact de longue durée, ne serait-ce que sur sa capacité soi-même à pouvoir continuer ses études, mais aussi sur les effectifs, tout simplement, à l'université. Là, on va avoir des redoublements qui risquent d'être assez importants. Par contre, derrière, on n'a pas des capacités d'accueil dans les universités, les établissements qui vont augmenter. Donc, ça veut dire qu'on risque de se retrouver avec encore plus de jeunes et d'étudiants qui sont derrière les portes de l'université parce qu'il n'y aura pas assez de place pour pouvoir accueillir tout le monde. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas, une start-up à l'honneur. On découvre Handsome. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Julien Delamorte, le fondateur de Handsome. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Présentez-nous votre entreprise. Quand l'avez-vous créée et avec quelle idée ? Ok. On l'a créé en septembre 2019. Donc ça fait maintenant plus d'1 an que nous avons créé Handsome. Et on a été initié au sein du groupe Société Générale depuis en fait début 2018. Donc on a eu une bonne année d'incubation avec la Société Générale. Ouais. Et comment est venue l'idée? Tout simplement qu'on a voulu un petit peu concilier le monde du handicap dans lequel je suis en tant que travailleur en situation de handicap et mon métier qui était celui de banquier. Et on s'est rendu compte que la plupart, quasi la totalité des produits et des services bancaires ne sont pas accessibles à la population des personnes en situation de handicap. Alors, certains produits sont partiellement accessibles, d'autres ne le sont pas du tout. En tous les cas, si on regardait en faisant cette cartographie-là, on se rendait compte qu'aucun produit n'était 100% inclusif pour les personnes en situation de handicap. Et donc, vous avez créé une carte de paiement, c'est ça? Oui. Alors, fort de ce constat de cette cartographie que nous avons fait, il y avait différents produits qu'on aurait pu lancer, qu'on aurait pu initier, et on s'est rendu compte que 89% des déficients visuels avaient été au moins une fois dans leur vie victimes d'une fraude, arnaque ou erreur lors d'un paiement chez un commerçant. C'est-à-dire qu'en fait, un déficient visuel, il ne peut pas lire l'information du montant qu'il y a sur le terminal de paiement électronique. De ce fait, il tape son code à l'aveugle, si c'est pour le dire comme ça. Et donc, c'est quand il rentrait chez lui une semaine après ou 1 mois après en recevant le relevé bancaire qu'il se rendait compte qu'en fait, qu'il avait surpayé ou qu'il avait payé 2 fois en fait, le montant qu'il aurait dû payer chez le commerçant. D'accord, et donc ça c'est le point de départ. Et donc comment fonctionne cette carte de paiement? Alors cette carte de paiement, on avait 2 possibilités. C'était soit en fait de travailler sur un terminal de paiement électronique qui soit inclusif, c'est-à-dire que le montant soit oralisable pour les déficients visuels, mais ça voulait dire qu'en fait c'était les commerçants qui étaient acteurs de l'inclusion des personnes déficientes visuelles. Soit on travaillait sur une carte de paiement connectée qu'on a développée avec le groupe Thales et donc qui permettait d'oraliser tout le protocole de paiement sur le smartphone du porteur de la carte.
Concrètement, dès qu'on mettait la carte dans le terminal de paiement électronique, elle se connecte automatiquement avec le smartphone du porteur de la carte et elle va, grâce à la synthèse vocale des iPhones, oraliser tout le protocole. De ce fait, il connaît le montant à payer avant de saisir son code, il peut saisir son code et il peut entendre toutes les informations qu'il y a sur le TPE. Mais cette carte, elle ne permet pas qu'aux déficients visuels, elle est aussi inclusive pour tous de façon universelle. C'est-à-dire si vous partez en Chine, est-ce que vous parlez mandarin? Pas vraiment, non. Pas forcément. Du coup, quand vous allez en Chine et que vous ne parlez pas le mandarin, si vous utilisez cette carte Handsome, ça va être traduit en français. Donc c'est universel pour tous en fait. Ok, ça a demandé, vous avez un tout petit peu répondu à la question, mais je voudrais rentrer dans le détail, beaucoup de recherche et développement, la création de cette carte. Alors, ça a demandé beaucoup de recherche et développement, ça a demandé beaucoup de budget financier aussi, puisque ça a un impact fort aussi. Et donc, on a mis à peu près, pour développer cette carte qui est en finalisation, on a mis une bonne année et demie pour développer cette carte. Et aujourd'hui, elle est en bêta-test sur le terrain avec une petite communauté pour tester la carte dans les magasins, dans différents magasins, pour être sûr qu'il n'y a pas de différence ou de bugs techniques à droite à gauche, puisque c'est quand même une solution technologique et innovante. Donc, on n'est jamais à la d'un petit problème pendant les bêta-tests et on est en plein dedans. Et donc, vous en êtes où? Vous espérez la proposer, la généraliser à partir de quand? Alors, on est en bêta-test pour une petite communauté aujourd'hui qui sera de 10 personnes. Ensuite, on va la lancer pour à peu près 300 clients à partir de début avril. Et on espère la généraliser à partir du mois de juin-juillet, un tout petit peu avant les vacances d'été, sur une plus grosse communauté après pour la commercialisation définitive. C'est quoi le modèle économique d'une société comme Handsome? Alors, le modèle économique de Handsome, d'abord, la solution, elle sera payante puisque c'est une solution innovante qui répond à un besoin qui n'est pas du tout adressé aujourd'hui. Donc, on ne peut pas sous-valoriser ce besoin-là et cette valeur ajoutée qu'on apporte. Mais on a aussi des partenariats tels qu'avec Mastercard, typiquement, où, en fait, ils nous apportent des upfront pour qu'on puisse développer cette solution. Ils nous accompagnent aussi pour la partie acquisition client, donc sur les réseaux sociaux. Donc, on va lancer des spots publicitaires là-dessus, etc. Donc, c'est parti. C'est un marché potentiel de combien de personnes? Alors, en France, on est sur 1,7 million de déficients visuels, 256 millions dans le monde. C'est un marché qui n'est pas du tout adressé, qui est sous-exploité. Le handicap dans son ensemble, c'est 12 millions de personnes sur 65 millions de personnes en France. C'est pas reconnu en tant qu'acteur économique. Quand on a lancé le sujet de Handsome, on a essayé de regarder s'il existait des études économiques sur cette population. Il n'en existait absolument pas. Alors que si on regardait sur la population des jeunes, des 12-25 ans, des seniors, des femmes et autres, on avait des multitudes d'études qui existaient, mais sur le handicap, zéro. Pourquoi? Parce que le handicap n'est pas reconnu en tant qu'acteur économique. Et c'est ça qui est un petit peu dérangeant en fait dans ce monde actuel. Et j'espère que Covid va pouvoir apporter un plus là-dessus. C'est que les personnes en situation de handicap ne sont pas reconnues en tant que telles, alors qu'ils ont des besoins bien particuliers auxquels il faut les adresser. Il faut bien les adresser. Et on parlait en préambule du masque inclusif. Juste avant de prendre l'antenne, oui. Voilà, en pré-antenne. Typiquement, ce sont de genres d'initiatives où il y a un impact économique, il y a un marché, il y a du business à se faire, mine de rien. Et en étant RSE, il y a du business. Et je crois qu'on répond en fait à toutes les cartes. Et ben voilà, bravo pour le message qui vient de passer grâce à vous, Julien Delamorte. Bon vent à Handsome. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h midi, 20h30 sur Bismart. Salut.